13h sur Europe 1, les numéros 1 de demain. Michel Drucker. Bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne d'Europe 1 pour un nouveau rendez-vous hebdomadaire. Les numéros 1 de demain tous les samedis entre 12h et 13h. Qui seront les stars de demain dans tous les domaines? Les nouveaux Sardou, les nouveaux Cousteau, Bocuse, Robert Badinter. Qui sera le nouveau Zidane, la nouvelle Claire Chazal, le nouveau Noah, la nouvelle Nathalie Nothomb? Qui seront donc vraiment ceux qui seront dans la lumière demain? C'est le concept de cette émission. Aujourd'hui, pour la première, 3 personnalités tout à fait étonnantes et très jeunes qui font déjà parler d'eux. Guillaume Bachelet, 36 ans, une des stars montantes du PS, secrétaire national du PS chargé de l'industrie et conseiller général. C'est lui qui écrit également les discours de Martine Aubry. David Koubi, jeune avocat, 38 ans, spécialisé dans le droit des affaires, droit de la presse et droit pénal des affaires. C'est un combattant du barreau. Et puis Irma, 22 ans, née à Douala, d'origine camerounaise. Elle débarque en France à l'âge de 15 ans. Grâce à Internet, elle est en train de se faire connaître. Vous l'écouterez. Elle a une voix magnifique. Elle est auteur-compositeur. A tout de suite. Midi 13h sur Europe 1, Les numéros 1 de demain. Michel Drucker. David Koubi, bonjour. Bonjour. Vous avez 38 ans, vous êtes très jeune, vous êtes avocat au barreau de Paris, droit des affaires, droit de la presse, droit pénal des affaires. Est-ce que vous avez lu le mensuel GQ? Palmarès des 30 avocats les plus puissants de France, vous êtes 28e. Comment se fait-il qu'on parle autant des avocats en ce moment? Vous savez, Monsieur Drucker, je pense qu'on vit dans une société qui ne tourne pas exactement rond. Et les avocats sont un outil qui doivent trancher toutes les notions qui ne tournent pas rond. Il me semble que les avocats sont à leur place lorsqu'ils sont dans les médias et lorsqu'ils sont là pour porter une parole. Alors, vous êtes toulousain, docteur en droit. Quel est votre milieu familial? Il y a des avocats dans la famille? Non, absolument pas. Je suis issu d'un milieu familial extrêmement simple, où on a beaucoup travaillé et où on m'a appris à beaucoup travailler. Donc je m'exécute. Vous avez travaillé sur des dossiers sensibles, aux côtés, entre autres, de Monsieur Metzner, qui est un avocat fort célèbre. Olivier Metzner, c'est l'avocat de Monsieur de Villepin dans l'affaire Clearstream, qui s'occupe du dossier de la fille de Madame Bettencourt, Bertrand Cantat, entre autres. Vous avez travaillé également sur l'affaire Kerviel. Est-ce qu'il faut être un homme de spectacle pour être un bon avocat aujourd'hui? Est-ce que la plaidoirie, c'est pas déjà faire du spectacle? Je crois que la plaidoirie est au-delà du spectacle. La plaidoirie, vous savez, c'est une épreuve qui est extrêmement sensible, qui est délicate à manier. Il faut convaincre, il faut séduire, il faut gagner à la fin. On est engagé pour défendre et pour attaquer. Alors on défend souvent une cause qui n'est pas la sienne. Est-ce qu'on peut défendre tout le monde? Je crois que cette question doit être posée à chaque avocat. Si vous me la posez à moi, non, je ne peux pas défendre tout le monde. J'ai prêté un serment. Et dans le cadre de ce serment, il est tout à fait clair que je ne défendrai pas ce qui va trop à l'encontre de ma ligne. Est-ce que nous sommes tous égaux devant la justice, ou est-ce que la fable de La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir, c'est toujours d'actualité? Écoutez, malheureusement, venant d'un avocat, je pense que c'est pas très, sans doute pas très bien de dire ça et de le penser, mais j'ai pour habitude de dire ce que je pense. Non, évidemment que nous ne sommes pas égaux devant la justice et tout dépend par qui vous êtes défendu, tout dépend de la pugnacité que votre avocat mettra dans la défense qui sera organisée, tout dépend des moyens dont vous disposez. Ensuite, évidemment, les magistrats sont là pour rendre une justice impartiale. Ce qu'il en est dans la réalité, vous savez, il arrive de gagner des dossiers qu'on pensait perdre et de perdre des dossiers qu'on pensait gagner. David Koubi, quel est l'avocat qui vous a le plus impressionné ou qui a marqué votre adolescence? C'est un avocat que vous ne connaissez pas, qui est prêtre aujourd'hui, qui s'appelle Jean-Louis Gazaniga, qui est un ancien professeur de droit et qui est un homme d'une intégrité et d'un courage tout à fait remarquable. Je vais vous faire écouter un son qui va vous rappeler un souvenir. C'est la voix de Robert Badinter. Cette justice d'élimination, cette justice d'angoisse et de mort, décidée avec sa marge de hasard, nous la refusons. Nous la refusons parce qu'elle est pour nous l'anti-justice, parce qu'elle est la passion et la peur, triomphant de la raison et de l'humanité. 17 septembre 81, un discours historique, l'abolition de la peine de mort. Évidemment. Vous étiez un enfant. Oui. Alors j'étais un enfant, mais je me souviens particulièrement bien de cet événement historique. D'abord pour une raison que j'ignore, j'ai été soulagé que la peine de mort soit abolie.
Je me suis dit que du coup, ça ne me concernerait jamais. Et je me souviens également du courage de mon confrère Robert Badinter, qui ne s'est jamais démenti. C'est un morceau de choix, je crois. Alors David Koubi, j'ai lu pas mal de choses sur vous. Et dans votre vie, il y a quelqu'un qui a beaucoup compté, c'est votre mère. Qui compte toujours. Qui compte toujours. Ouais. Hein. Elle a eu une influence, je qualifierais de colossale dans votre Ouais. vie. Pourquoi elle a compté et comment elle a compté? Pour 2 raisons, je crois, Monsieur Drucker. D'abord, j'ai immensément été aimé par ma mère. Je pense que je le suis toujours. Et il me semble que d'être aimé par ses parents comme je l'ai été confère une force sans égale. Et par ailleurs, ma mère m'a menti puisque lorsque j'étais petit, elle m'a bâti sur un mensonge. Elle m'a fait croire que j'étais quelqu'un d'important et moi je l'ai cru parce qu'il faut toujours croire nos mères. Vous êtes, paraît-il, un garçon combatif. D'ailleurs, je vois que parmi les sports que vous aimez, il y a la boxe. Que je pratique. Oui. Est-ce qu'il faut aimer la castagne pour être un bon avocat? Je le crains. Je crois qu'il faut avoir une passion pour le combat. Il y a un sens du combat qui est tout à fait lié au travail qu'on fait. Vous savez, Monsieur Drucker, là, on s'apprête à attaquer la société Renault, qui a prévu d'appeler sa prochaine voiture Zoé. Du point de vue de mes clientes, qui se prénomment Zoé et qui se nomment Renault, R-E-N-A-U-L-T, ce prénom-là est un prénom, ça n'est pas un nom de voiture. Il y a une limite entre le vivant et l'inerte, et depuis 5000 ans, à chaque fois que nous entendons Michel, on s'attend à voir arriver un humain, pas un produit de consommation. On va expliquer ça à Renault jusqu'à ce que Renault le comprenne. Qu'est-ce qu'il dit, le PDG de Renault? Sur votre antenne, il y a quelques semaines, il a dit qu'il ne laisserait jamais partir un véhicule dont le nom serait son handicap. C'est ce qu'a dit Monsieur Ghosn. Et je crois que Monsieur Carlos Ghosn est un personnage tout à fait respectable et intelligent. Et il ne reste plus pour nous qu'à faire en sorte que le nom de sa voiture soit un handicap pour qu'il entende raison. David Koubi, dans le Nouvel Économiste, on écrivait ceci à votre sujet il y a quelques mois. Côté pile, flamboyant, virevoltant, sautillant, parfois séduisant, souvent séducteur, le petit avocat est devenu le combattant des lynchages médiatiques et judiciaires. En tout genre, de Jérôme Kerviel à Stéphane Delajoux, de Sacha Roule à Frédéric Jardin. Côté face, romancier, car vous êtes également romancier à vos heures. Vous étanchez votre soif de justice morale et de vérité dans l'art de la guerre. Vous vous retrouvez dans ce petit portrait du Nouvel Économiste? Écoutez, c'est difficile à dire. Oui, j'écris, j'ai publié un roman, je m'apprête à en publier un deuxième. J'espère que ça ne sera pas un second. J'ai une difficulté avec les lynchages, c'est évident, mais je crois que j'ai été élevé comme ça et je crois que lorsqu'il y a quelque chose d'injuste et lorsque vous êtes avocat, c'est à vous d'agir. Les avocats ne sont pas aujourd'hui à leur place et ne tiennent pas leur rang, de mon point de vue. Pour cette raison-là, Monsieur Drucker, avec quelques amis du cabinet Double 6, avec Nicolas Verly, j'ai proposé ça à un certain nombre d'avocats qui ont été des adversaires valeureux. Nous allons créer un mouvement qui va se charger de rappeler à certains politiques et à certains industriels où se trouve la ligne à ne pas dépasser. Pour être un bon avocat, il faut être sans doute un bon psychologue. C'est un petit peu comme au poker. Est-ce qu'on peut dire que il faut savoir détecter le bluff? Je crois qu'il faut être attentif à ce que sont les gens, à ce qu'ils sont en vrai, qu'est-ce qu'est leur vérité. Le cabinet que j'ai créé avec mon associé, avec mon ami Benoît Pruvot, le cabinet 28 octobre, est un cabinet dans lequel on pratique au quotidien un sport qui est celui de bien regarder ce que veulent nos clients. Ça me semble extrêmement important de pratiquer les choses de la sorte. Alors vous êtes spécialisé dans le droit des affaires, entre autres, droit pénal des affaires, droit de la presse. Alors vous avez dit gagner de l'argent en étant honnête, c'est possible, mais reconnaissez que toutes les affaires actuelles prouvent le contraire. En tout cas, beaucoup d'affaires. De mes affaires à moi, vous voulez dire? Des affaires en général dont on parle ne donnent pas une bonne image du monde des affaires. Vous savez, on a deux solutions. Sur un sujet comme le sujet Kerviel, soit on a envie de mettre nos têtes dans un trou et se dire que Jérôme Kerviel est l'unique responsable du fiasco qu'on a connu, et dans ce cas-là on peut continuer, et il y aura une autre affaire Kerviel, soit on peut se dire qu'il est temps maintenant de regarder les choses en face. On est dans une société où nous sommes gouvernés par des tableaux Excel et par des intérêts industriels qui sont des intérêts qui sont choquants dès lors qu'ils ne servent pas l'humain. Ça n'est pas du tout ma conception des affaires. Alors vous êtes un avocat atypique parce que vous aimez également la chanson, vous aimez la musique classique, vous aimez Mahler, vous aimez Brel, vous aimez la littérature, vous écrivez, vous avez écrit un roman qui a pour titre Hélium et papillon, ce qui explique peut-être votre amitié avec Alexandre Jardin. Écoutez ce que dit Alexandre Jardin de vous. C'est une rencontre romanesque, comme à peu près tout ce qui touche cet homme. Il était étudiant en droit.
Je présentais un livre dans une librairie Place du Capitole à Toulouse et je devais prendre un taxi qui me ramenait à l'aéroport. Il m'a proposé tout de suite de me ramener chez moi. Il a sauté dans sa petite voiture, il m'a accompagné à l'aéroport et alors qu'il était totalement fauché, il a tellement aimé notre conversation qu'il a acheté un billet d'avion. Et on a poursuivi notre conversation en l'air, on est arrivé à Paris, on a poursuivi cette conversation jusqu'à mon appartement parisien alors qu'il est toulousain et notre conversation ne s'est plus jamais arrêtée. Et quand vous raccompagnez un copain, vous le raccompagnez vraiment. Écoutez, Alexandre Jardin est un personnage d'une extraordinaire vérité. C'est quelqu'un que j'aime particulièrement. C'est un homme très courageux. Il a une conscience très aiguë du bien commun. Et je crois que c'est suffisamment rare pour être souligné. Je pense avoir perçu ça lorsqu'on s'est rencontrés. Ça ne s'est jamais démenti. Alors le droit au service des causes, ça c'est un bon enchaînement. Puisque je voudrais terminer cet entretien avec vous, David Couby, en parlant justement de SOS Haïti, enfants adoptés. Vous avez sommé le Quai d'Orsay, dans les 15 jours qui viennent, de se prononcer et de faire en sorte que les enfants adoptés par des familles françaises, toujours bloqués en Haïti, ils sont je crois une quarantaine, soient rapatriés. Non, ils sont 500. Ils sont 500. Oui. Vous en êtes où de cette démarche auprès de monsieur le ministre des Affaires étrangères, monsieur Kouchner? Alors je ne sais plus exactement si M. Kouchner est encore ministre des Affaires étrangères ou pas. Je n'ai pas suivi l'actualité. Je le confirme. Quoi qu'il en soit, je vérifierai cette information. Quoi qu'il en soit, je rentre d'Haïti avec Emmanuelle Guéry, la présidente du collectif SOS Haïti Enfants Adoptés, et il y avait des négociations qui étaient menées par l'État français. On est parti vérifier que ces négociations existaient bien, et il semblerait que la situation se soit débloquée, puisque déjà plus de 25 enfants sont rentrés. Vous savez, toutes les fois que les politiques oublient, je dis ça en général, pas pour M. Kouchner en particulier évidemment, mais toutes les fois qu'ils oublient qu'ils sont là pour gouverner et pour représenter le peuple, je crois qu'il y a des gens qui doivent le leur rappeler. Moi j'ai vu dans mon cabinet, au sein du cabinet 28 octobre, des gens comme mon associée Céline Lemou, qui est spécialisée, ultra spécialisée en droit des assurances, se mettre au travail pour travailler au service de cette cause-là. C'est un dossier que nous avons fait gratuitement. Je rentre d'Haïti, on parle dans votre studio qui est magnifique et on parle de choses assez intéressantes mais un peu futiles à côté de ce qui se passe là-bas. Il y a 1,5 million de gens, de personnes haïtiennes qui vivent sous des bâches, qui ne mangent rien. Et à partir du moment où on a été là-bas et qu'on a vu ce qu'on a vu, je crois qu'on n'est plus vraiment humain si on n'agit pas. Pour cette raison-là, on a décidé avec le collectif de créer un projet, c'est-à-dire que nous faisons dessiner les enfants des camps de déplacés et nous demanderons à la rentrée à des artistes plastiques cotés en France de réinterpréter ces dessins. Et d'ores et déjà, Pierre Cornette de Saint-Cyr nous a donné son accord pour organiser une vente de charité et pour essayer de créer un mouvement pour aider Haïti. C'est ce que fait par exemple Sean Penn, que j'ai eu le privilège de rencontrer et avec lequel on va travailler en Haïti sur ce sujet-là. Il faut que les gens prennent conscience de ce qui se passe à Haïti, sinon Haïti ne se relèvera pas. Et vous savez, même si ça ne se voit pas dans la télévision, ce sont un peu des gens comme nous quand même. David Couby, je vous remercie. Vous avez été le premier invité de cette nouvelle émission hebdomadaire, les numéros 1 de demain. Merci. Je suis très honoré. Merci, monsieur Drucker. Dans un instant, une jeune Camerounaise de 22 ans. Elle s'appelle Irma. Vous allez en entendre parler. Elle est auteur-compositeur. Les numéros 1 de demain sont sur Europe 1. Michel Drucker. Je rappelle que vous êtes sur Europe 1, les numéros 1 de demain, tous les samedis entre 12h et 13h. Et vous pouvez retrouver les meilleurs moments de l'émission sur le site europe1.fr avec tous les détails.